Nouvelle semaine à Youlou dans la boucle du Moun qui a subi récemment l'assaut de terroristes. Puissent les âmes des suppliciés reposer en paix. Nouvelle semaine à Poix qui pleure la disparition le 13 mai dernier de Boukari Kaboré dit le lion du Ubud-Kiemde, fidèle compagnon de l'ancien et défunt président Thomas Sankara. C'est une nouvelle semaine sur la terre, synonyme de nouvelles audiences dans ce prétoire où les faits sont sacrés et les commentaires libres. Les juges se penchent aujourd'hui sur l'équation de la responsabilité pénale des dirigeants politiques, avec à la barre des convoqués Ibrahim Gitenga, il est avocat à la Cour, secrétaire à la défense de la défense du syndicat des avocats du Burkina Faso, ou plutôt des avocats du Faso SINAF. Bonjour maître Gitenga et merci d'honorer notre convocation. Bonjour monsieur le président. Et puisque la parole est donnée à la défense dans ce dossier, je vais vous mettre de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Merci monsieur le président. Comme à l'habitude, les avocats ne disent que de la vérité et je vous promets que je ne dirai que de la vérité devant votre barre. On le verra donc tout à l'heure au cours de cette audience. En face de vous, les juges Bernard Bougma et Geoffroy Vara siègent à cette première audience du tribunal de l'actualité pour la 20e semaine de l'année 2023. Bonjour juge Bernard Bougma. Bonjour président Tomandi, bonjour juge Vara, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président Tomandi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à votre rendez-vous quotidien de décryptage des faits marquants de l'actualité que vous écoutez sur Watt FM 100.7, la radio 100% urbaine. Et pour varier les plaisirs, vous nous regardez également sur Truc TV, la télé interactive accessible sur la TNT nationale et sur la chaîne 254 des bouquets Canal+, ainsi que sur nos plateformes numériques. Acte 1 de cette audience, les avant-propos des juges que je convoque à présent. Instant privilégié, c'est les avant-propos des juges et on commence chaque lundi, comme chaque lundi d'ailleurs, avec Bernard Bougma. Merci président. Aujourd'hui, je voudrais partager une citation de Robin Williams qui dit « Ne dis jamais, ça ne m'arrivera jamais. Je ne le ferai pas. Parce que la vie peut être imprévisible et personne n'est à l'abri de certaines choses. Tout peut arriver, même ce que tu n'aurais jamais imaginé. » Fin de citation. Effectivement, cette vie nous réserve des hauts et des bas, des surprises agréables ou pas, des aventures merveilleuses ou pas, mais quoi qu'il en soit, effectivement, il y a des éléments imprévisibles de cette vie où vous retrouvez être auteur, acteur ou victime de faits inconsidérés. Donc vous vous posez la question de qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi c'est moi, tout comme ça peut être des choses bien et des choses également pas bien. Donc vous surprenez en train de commettre certaines choses parce que. Donc c'est d'être prudent et de ne pas dire je ne le ferai jamais, ça ne m'arrivera jamais. Parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on est né, mais on est né et la vie continue. Donc effectivement, des choses peuvent nous surprendre. Donc c'est ce que je voudrais partager ce lundi, en ayant également une pensée spéciale pour le regretté Boukari Kaboré dit le Lion, 73 ans, soldat dans l'âme, et après homme politique, parce que depuis d'ailleurs l'époque CNR, où ils ont joué un rôle déterminant dans la révolution burkinabé, la tunique du politique était déjà endossée. Même si vous êtes soldat, il y a des fonctions, quand vous les assumez, il y a une couleur ou une connotation politique là-dedans. Donc ça n'a pas été une surprise que l'homme en vient à créer un parti politique, briguer la magistrature, tenter de briguer la magistrature suprême pour apporter ce qu'il pourrait apporter au Burkinabé. J'ai dit qu'il a une vie palpitante, soldat, instructeur qui a connu l'exil, revenir avec une carrière reconstituée, qui a fini colonel, donc palpitant parce que aussi c'est un des fidèles compagnons de Thomas Sankara. On se rappelle d'ailleurs qu'il disait Thomas Sankara est allé au sacrifice suprême de façon consciente, il est mort en martyr, ce qu'il faut c'est le célébrer, mais ce n'est pas la peine d'envoyer le dossier en justice, chercher à faire de la lumière sur quoi que ce soit. Il était conscient
au regard de ce qu'il leur a dit en confidence par rapport à ce qui devait arriver. C'était sa façon de voir les choses, mais ça n'a pas empêché qu'il soit témoin dans le procès. Ce qu'on nous souhaite, c'est un repos bien mérité de l'autre côté de la pièce. Et nous continuons notre aventure sur terre, entraînant également le tour de chacun, parce que nul est éternel sur cette terre. Donc beaucoup de courage surtout à sa famille biologique et à l'armée burkinabé, qui perd quand même un soldat qui a marqué l'histoire. Et en même temps, j'ai une pensée spéciale pour les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et toutes ces personnes, dames et messieurs, qui s'investissent dans l'humanitaire pour apporter un brin de sourire et d'espoir à toutes ces personnes déplacées internes et à toutes ces personnes qui en ont besoin. Magnifique journée et excellente semaine. Magnifique journée, excellente semaine, et comme quoi la mort c'est l'autre face de la vie, et nous disons au revoir à ceux qui partent jusqu'au moment où nous disons également au revoir à ceux qui restent. Juge Geoffroy, votre avant-propos du jour. Oui, merci Président. En avant-propos, je vais m'intéresser à ce week-end-là qui a été fort en couleur et en émotion pour les hommes de la culture burkinabé et aussi les invités venus d'ailleurs. Je parle de Koundé et le sacre d'un grand monsieur, c'est Smarty. Il est Koundé d'or, en tout cas c'est très mérité au regard même de ce qu'il vaut, de ce qu'il pèse et de sa carrière. Moi j'aime à l'écouter en tout cas, qui fait danser à la fois, qu'il fait réfléchir. Et comme il est dit lui-même, faire 2 décennies et tenir, ça veut dire que vous avez réussi à vous réinventer à chaque fois. Et cela est un perpétuel combat dans lequel l'artiste doit demeurer. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, chapeau bas à lui. Et pour moi, ça n'est que logique au regard de son parcours, au regard de ce qu'il nous offre depuis Odyssée, African Couleur et autres. Et puis, il y a aussi Tania qui sort avec les votes du public. Je pense que c'est une artiste aussi qui fait bien parler d'elle et qui est dans une, comment dire cela, dans une progression qui s'affirme de plus en plus. Je pense qu'avec ce dernier Koundé, je pense qu'elle en a raflé 2. Celui du public et puis un autre que j'oublie. Et félicitations aux autres. Voilà. Parce que derrière ça, les plus de 1000 œuvres produites au Burkina pendant l'année que concerne ce Koundé-là, ça montre que nous avons une culture qui est résiliente. Que ne s'assoit pas et se dire on est dans un contexte de guerre, ça ne va pas, c'est ceci, c'est cela. Parce que, comme le disait le ministre, on va gagner la guerre, mais la culture, on va gagner la paix. Donc il y a quelque chose à construire. Et ce qu'il faut construire, c'est avec ces acteurs culturels-là, de premier plan, qui sont le socle de ce vivre ensemble, qui sont le socle de ce que nous pouvons partager et rester debout. Je pense que ça, c'est très important en termes de message qui a été donné. Deuxième avant-propos que j'ai, et ça sera très rapide, c'est nos étalons U17 qui sont tombés les armes à la main. C'était hier dimanche, on a tous regardé le match face au Sénégal. Ils ont eu de la résilience. Et je répète encore, parce qu'ils étaient un peu dans les débuts submergés par cette eau venue du Sénégal, mais très vite ils ont sorti la tête de l'eau, courageusement ils ont tenu la dragée haute aux Sénégalais, et puis c'est à la dernière minute pratiquement qu'ils sont revenus au score, ce qui a donné un brin d'espoir. Et puis bon, on est allé jusqu'au tir au but, et voilà que le dernier tireur n'a pas eu de chance. C'est comme ça que je dirais cela, parce qu'il ici est appliqué, mais c'est la barre transversale que cela a pris. En tout cas, c'est une leçon que ces enfants nous ont donné. C'est beaucoup d'espoir qu'ils nous ont donné et beaucoup de joie. Et ce qui reste maintenant à espérer, c'est que dans ce vivier qu'on a constaté là, on n'en revienne pas à se retrouver, à se chercher dans des années. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans des petites catégories, vous ayez autant de, comment dire ça, de ressources, vous ayez autant de talent. Et puis, quand vous commencez à jouer un senior, on cherche des joueurs qu'on ne trouve pas. On cherche qui joue où, qui on va appeler. Ça veut dire qu'il y a une cassure entre-temps. Il faut les accompagner et bien les accompagner. Autant nous ont donné de l'espoir et de la satisfaction, autant je pense que l'encadrement doit bien se faire et puis que des lendemains soient meilleurs pour eux. Que des lendemains soient meilleurs pour les étalons à qui nous disons encore bravo puisqu'ils vont nous représenter à la prochaine Coupe du Monde de leur catégorie. Bravo également à Smarty qui remporte donc le Koundé d'or cette année. Vous êtes en relation avec le prétoire du tribunal de l'actualité qui instruit aujourd'hui l'épineuse question de la responsabilité pénale
des dirigeants politiques suite à la conférence publique organisée le 12 mai dernier sur ce sujet par le syndicat des avocats du Faso. Et cela tombe bien, c'est le secrétaire à la défense de ce syndicat, Maître Ibrahim Gitenga, que nous recevons pour cette audience. En attendant d'en savoir plus, voici venu le temps des généralités, Bernard Boukma. D'accord, merci. Moi, ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est le poste de maître secrétaire à la défense de la défense. C'est pour défendre quoi? Contre qui? D'accord. Maître Gitenga. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les membres du tribunal. Alors, avant de me prononcer sur la signification de ce poste, permettez-moi, au nom de notre syndicat, de vous témoigner toute notre gratitude, notre reconnaissance pour cette convocation devant votre célèbre tribunal, parce que convocation ne veut pas toujours dire sanction. On peut vous convoquer pour vous entendre et vous pouvez être relaxé aussi. Et comme à l'habitude, les avocats, à chaque fois qu'ils comparaissent, c'est certainement pour le relax. Donc je plaide déjà que je serai condamnés. Et oui, il y en a qui sont condamnés, mais peut-être qu'en première instance, dans tous les cas, au bout du procès, la victoire est de notre côté. Alors, Monsieur le Président, Monsieur les membres du tribunal, je voudrais aussi ajouter que j'ai de l'admiration pour votre tribunal, que je suis à chaque fois que le temps me permet, et avec lequel on apprend beaucoup de vos audiences. Et c'est pas du tout facile quand je regarde l'endurance, parce que je constate que chaque matin, pratiquement, les 5 jours de la semaine, vous êtes là. Et ce n'est pas évident, parce que même dans les juridictions ordinaires nationales, tous les juges ne montent pas tous les matins. C'est pour dire que votre tribunal, il faut lui tirer le chapeau. Alors, pour revenir à notre poste, que le juge Bernard Boukma a voulu savoir de quoi il s'agit exactement, le secrétaire de la défense à la défense. Alors, dans notre organigramme, nous avons justement différents postes. Et vous savez que le rôle de l'avocat, c'est défendre son client à la barre, devant les juridictions et devant toute instance appelée à sanctionner son client, ou en tout cas à le juger ou à se prononcer sur une affaire le concernant. Alors, il s'agit de la défense. Et cette défense n'est pas toujours à l'abri tant des atteintes que des provocations, et a aussi besoin d'être protégée pour être mieux menée. C'est pourquoi il faut défendre cette défense. D'où le poste de secrétaire de la défense à la défense. Voilà, c'est pour dire que la défense, même pour être garantie, a besoin d'être défendue. Vous voyez souvent les avocats, on est souvent attaqués de gauche à droite. Si on ne peut pas veiller à notre propre sécurité, veiller au respect de nos droits, mais aussi au respect des droits de nos clients, il va sans dire que la défense va prendre un coup. Voilà pourquoi ce poste. Défendre la robe noire, oui. Ok, d'accord. Alors, qui dit avocat, c'est une profession libérale et c'est des patrons. Bon, des patrons qui s'organisent en syndicat, c'est contre qui? Alors, des patrons, c'est peut-être trop dit, mais les avocats, ce sont des acteurs de la justice. Et en réalité, ce syndicat n'est pas forcément pour défendre les avocats. Hein. Ah, okay. Au contraire, c'est pour défendre les droits dans un état de droit. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a des violations des droits de l'homme, à chaque fois qu'il y a des dysfonctionnements au niveau des services publics de la justice, notre syndicat se prononce. C'est pour dire que notre intérêt n'est pas personnel, c'est un intérêt général, un intérêt des services publics de la justice que nous défendons pour toujours. Donc ce n'est pas pour seulement les avocats, mais comme nous sommes des acteurs, il faut contribuer à ce qu'il y ait de rayonnement au sein du service public de la justice. Juge Geoffroy Vara. Bon, moi je n'aurai pas de questions de généralité, hein. Je vais aller directement. Alors, avant d'y aller directement, donc, il faut signaler que dans le prétoire du tribunal de l'actualité ce 15 mai, un avocat est venu plaider pour la responsabilité pénale des dirigeants politiques, puisqu'il s'agit de maître Ibrahim Gitenga. On l'a dit, il est secrétaire à la défense de la défense du syndicat des avocats du Faso. Comment mettre en œuvre cette responsabilité pénale des dirigeants politiques? C'est le sujet auquel
cœur de cette audience. Une question qui, du reste, a été débattue le 12 mai dernier lors d'une rencontre entre personnalités politiques, leaders des organisations de la société civile, étudiants et autres praticiens du droit à l'initiative de ce syndicat, le syndicat des avocats du Faso au SINAF. Oui, Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Lors de des interviews réalisées pendant la rencontre que vous avez eue sur la responsabilité pénale des politiques, vous disiez que cette initiative-là entrait dans le cadre de votre programme. Je pense que c'est 2021-2024. Vous le vouliez depuis. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a tardé? Parce qu'on est c'est en 2023. 2024, c'est déjà fini. Si vous l'aviez depuis 2021, qu'est-ce qui n'avait pas marché pour que ça se passe plus vite? Alors, merci bien. Il s'agit effectivement du déroulement normal de notre programme d'activité et le choix des thèmes peut évoluer avec la situation, mais ce programme-là est établi depuis 2021. Et dans son exécution, peut-être que nous avons accusé du retard, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais, parce que nous avons aussi d'autres activités que nous menons en dehors justement des conférences publiques. Mais à chaque activité, à sa période, et nous essayons de voir à quel moment nous pouvons avoir plus d'audience pour les thèmes que nous traitons et être beaucoup plus en conformité avec la réalité du moment et aussi servir, je dirais, de cadre d'apprentissage et d'échange entre acteurs du service public de la justice. Chacun vous êtes un homme de droit, moi je mets les pieds dans le plat. On se dit, bon, on a nos textes qui encadrent cet nombre d'éléments, mais à chaque fois c'est toujours le débat sur la lecture et l'interprétation à en faire. Bon, écoutez, moi j'ai fait ceci parce que en ce moment j'étais en fonction comme ceci, c'est pas celui-là qui peut me juger, c'est celui-là, c'est pas celui-là qui doit m'auditer, c'est celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Quand on fait nos textes, c'est pas vraiment bien calibré. Qu'est-ce qui se passe? Alors, merci bien. Vous savez que le droit, ce n'est pas de la science exacte. Donc, il y a toujours possibilité d'interprétation. Mais il faut en même temps interroger le législateur parce que c'est de lui que partent toutes les possibilités d'interprétation des textes que nous avons. Lorsque vous avez une loi qui n'est pas peut-être parfaite, en tout cas la perfection n'existe pas, mais qui laisse beaucoup de possibilités d'interprétation, il va sans dire que quand vient le moment de l'appliquer, il y a beaucoup de divergences quant au sens à donner à certaines dispositions. Mais quand cela ne tienne, pour ce qui concerne les textes d'application en matière pénale, on aime dire que l'interprétation doit être stricte. C'est lorsque le texte lui-même est peut-être flou que l'interprétation devient bizarre. Mais pour ce qui concerne la pénalisation de la vie politique, c'est une question fondamentale dans un état de droit, même si le statut pénal des dirigeants politiques reste toujours confus dans nos États, de sorte que sa mise en œuvre amène à beaucoup d'interrogations et à beaucoup de débats autour de cette question. Oui, mais justement, maître, pourquoi il est besoin donc aujourd'hui de poser cette équation de la responsabilité pénale des dirigeants devant les dirigeants? Pourquoi il est besoin de poser cette équation sur la table aujourd'hui, puisqu'on sait que justement il y a eu l'actualité qui nous a fourni des cas pratiques intéressants. Est-ce que c'est en raison de ces cas pratiques-là que vous avez pris le soin de débattre de cette question? Alors, comme je le disais, ça doit être par pure coïncidence que le cas pratique est venu au moment où notre programme d'activité est exécuté. Et peut-être que cela permet de donner plus d'importance au thème que nous avons choisi, parce que nous, en choisissant le thème, on n'avait pas de cas pratiques sous la main de façon concrète, mais on a tenu compte de l'évolution de la situation tant nationale qu'internationale, parce que la politisation de la pénalisation de la vie politique, peut-être qu'au Burkina Faso ça traîne encore, mais ailleurs, dans d'autres contrées, cette question est beaucoup plus récurrente, elle est mieux traitée et beaucoup plus dynamique qu'au Burkina. Mais si
au moment où nous déroulons notre programme d'activité, ça coïncide avec des réalités du terrain. Je pense que ça donne l'occasion de se prononcer donc sur ce qui se passe effectivement. Vous avez évoqué les failles de la loi tout à l'heure, vous avez évoqué les imperfections. C'est bien sur ces failles, sur ces imperfections que surfent aussi les avocats pour défendre envers et contre tous leurs clients. Oui, je crois que c'est de bonne guerre parce que l'avocat n'élabore pas la loi. C'est le législateur qui établit les lois et nous ne faisons que les appliquer. Et pour mieux appliquer la loi, il faut comprendre son sens. Et si vous avez le bon sens de la loi, il faut maintenant amener le juge à aller dans le bon sens de la loi. Je crois que si la loi laisse la possibilité d'interprétation, c'est parce qu'il peut arriver que des cas divergents s'en trouvent à répondre à des dispositions d'une même loi. Et les sanctions, comme on le dit, doivent être impersonnel et général, tout comme la loi doit être générale et impersonnelle, de sorte qu'on ne peut pas câbler sur un cas précis au moment où on établit la loi, et c'est lorsque le cas se présente à vous qu'il faut voir la disposition de la loi la mieux adaptée pour s'appliquer donc au cas que vous avez à traiter. Maître Ibrahim Kitenga est notre convoqué de cette audience. C'est la première de cette semaine. Nous parlons bien évidemment de la responsabilité pénale des dirigeants politiques, qui doivent être soumis à la loi. Bernard Boukman. Oui, effectivement, c'est cette question qui est posée avec acuité, parce qu'ici, on a, en plus des juridictions ordinaires, on a le tribunal militaire, on a la haute cour de justice, on a. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas garder une seule forme? Alors, d'ores et déjà, il faut dire que l'existence de juridictions d'exception n'est pas en soi le problème. Okay. C'est le bon fonctionnement de ces juridictions d'exception qu'il faut interroger. Parce que, vous voyez, depuis la constitution de 91 au Burkina, on a la haute cour de justice. Mais celle-ci n'a fonctionné véritablement qu'après l'insurrection de 2014. D'où l'importante question maintenant de savoir à quoi sert d'avoir une juridiction si on ne peut pas la mettre en œuvre pour que celle-ci fonctionne et remplir sa mission. Je crois que c'est à ce niveau que se trouve la véritable question. Parce que les juridictions d'exception, peut-être que c'est pour aussi répondre à cette question de protection de certaines fonctions comme celle de président du Faso, comme celle de ministre, comme celle de député, qui sont des fonctions de haute autorité qu'il ne faut pas non plus banaliser en permettant que ce soit des justiciables ordinaires comme le citoyen lambda comme moi. Il faut peut-être qu'à ce niveau, il y ait une spécialisation de la procédure qui les concerne sans aboutir à l'impunité à leur égard lorsqu'ils auraient à commettre des infractions. Oui, mais justement, ce que vous dites, c'est vrai. Mais il y a aussi, ce n'est pas seulement la haute cour de justice, il y a aussi le tribunal militaire, décrié par certains acteurs qui estiment que le tribunal militaire n'a pas sa raison d'être. Au regard de ce qui se passe, est-ce que véritablement on a besoin d'un tribunal militaire au Burkina? Alors, je dirais que dans un état de droit, au nom du principe de l'égalité, j'allais dire qu'un tribunal militaire n'est pas forcément utile. Mais si on tient compte aussi de certaines spécificités de certains corps, peut-être que le tribunal militaire est mieux indiqué pour analyser certaines situations qui arrivent dans le milieu militaire. Sinon, l'application des règles de droit, je pense qu'il n'y a pas meilleure personne qualifiée que le juge pour y veiller. D'ailleurs, les juridictions militaires sont composées aussi avec des juges ordinaires et des juges militaires. Autant dire que si tribunal militaire il devait y avoir, il fallait écarter les civils. Mais pourtant, la plupart même de ces juridictions-là sont présidées par des civils. Donc,
En conclusion, j'allais dire que pour moi, on n'a pas forcément besoin des juridictions d'exception dans un état de droit pour que le service public de la justice soit toujours le mieux assuré. Mais si ça existe, il faut veiller à leur bon fonctionnement et que le droit soit effectivement appliqué avec rigueur devant ces juridictions-là. Pour le cas, par exemple, du tribunal militaire, ça ne veut pas dire que toutes les infractions commises par un homme de tenue doivent forcément passer par le tribunal militaire pour être jugées. Non, pas du tout. Il y a des infractions qui relèvent de la compétence du tribunal militaire. Mais pour les infractions de droit commun, vous n'avez pas besoin d'aller devant le tribunal militaire. Je prends un exemple terre à terre. Hein. Le tribunal militaire connaît certainement des infractions pénales, mais pour certaines questions civiles, on n'a pas besoin d'aller devant le tribunal militaire. Si un militaire est concerné dans un dossier de divorce, il ne sera pas jugé par le tribunal militaire. Ce sont les juridictions ordinaires qui vont se prononcer sur le cas qui leur est soumis. C'est la même chose pour les affaires commerciales ou civiles, tout simplement. Et vous avez sans doute applaudi la prestation du tribunal militaire du Burkina dans les procès emblématiques qui ont eu lieu récemment, n'est-ce pas, Maître Gitenga? Je pense que dans l'ensemble, ces procès ont été bien conduits pour aboutir à des condamnations que nous avons tous suivies. Et les prévenus ou les accusés qui ont comparu devant ce tribunal ont vu leur sort décidé. D'autres ont relevé appel. Donc ça veut dire que le processus suit son cours. On attend de voir ce qu'en appel on aura comme décision et peut-être, pourquoi pas, en cassation, les décisions finales qui seront retenues. Ibrahim Gitenga est notre convoqué du jour à cette audience du tribunal de l'actualité. Nous parlons de la responsabilité pénale des dirigeants politiques et la parole est au juge Geoffroy Avara. Oui, c'est vrai que nous sommes des profanes et nous, quand on a appris, il y a haute cour de justice, ils disent ok, donc les en haut des en haut là seront jugés. Pas une juridiction en haut des en haut. Voilà, qui les concerne, parce qu'on sait qu'eux aussi, ils ont des pouvoirs, ils ont des éléments qui font qu'ils sont bien différents de nous et qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, influer sur le processus même des choses. Maintenant, après, quand on s'assoit, on se rend compte que les lectures encore sont différentes. Bon, je sais qu'on ne veut pas qu'on reprenne des cas ici, mais quelqu'un qui est accusé pendant qu'il a été ministre d'avoir, par exemple, pris de l'argent pour faire autre chose, il passe devant une juridiction qui pour lui n'est pas celle indiquée pour connaître du dossier en tant que tel. Et il dit, j'ai été ministre, comme me reproche, c'est quand j'étais ministre, donc allons là où vous avez ce qui a été créé pour nous. On dit non, c'est pas possible. Bon. Et puis de part et d'autre, c'est les avocats que vous êtes, c'est vous qui parlez à vos clients, c'est vous qui les conseillez, c'est vous qui leur dites dans les textes là, voilà. Ici, je pense que ça peut nous aider. Ça peut, parce que vous êtes ceux qui tirent le meilleur parti pour le client des textes. Et nous, on est un peu largués dans tout ça. Je parle du profane qui regarde, c'est des avocats. Chacun, c'est comme des prédicateurs d'une même paroisse qui prêchent deux évangiles. Mais chacun prend son document, ça peut être une Bible ou mosquée, je ne sais quoi, mais qui évoque des textes. Et le profane, lui, là, il regarde dans ce débat-là. Et maintenant, quand vous posez le débat maintenant entre vous-même, c'est-à-dire que vous qui en faites souvent les interprétations pour vos clients, ça devient encore plus intéressant. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour améliorer les choses? Est-ce qu'il faut, pour ce qui est de ces... Parce que quand on regarde, on a parlé du tribunal militaire, ça fonctionne assez bien. La haute cour de justice, on ne comprend pas trop pourquoi ça coince. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut élaguer ou bien il faut améliorer? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait que quelquefois on a l'impression que pour juger celui qui a été à des hautes fonctions, il y a toujours ces mêmes lectures-là qui reviennent. Non, ce que vous avez fait, c'est vrai que vous l'avez fait en tant que ministre, mais ce n'est pas dans vos comment on appelle ça, dans vos cahiers de mission. Donc, à partir du moment où ce n'est pas dans les cahiers de mission, c'est bien justiciable devant des juridictions de droit commun ou autres. Bon, nous, on est un peu perdus.
Merci bien. Peut-être que pour répondre de façon simple, je dirais du statut confus des dirigeants politiques, il faut des réformes audacieuses. Okay. Mais avant, je voudrais quand même me prononcer sur cette question de pénalisation de la vie politique, surtout au Burkina. Lorsque vous prenez les dirigeants politiques, vous avez peut-être 3 catégories. Le président du Faso est traité à part, les membres du gouvernement sont traités à part et les députés traités à part. Pour ce qui concerne le président du Faso, lorsque vous lisez les articles 176 et 76 plutôt et 138 de la Constitution, vous constatez que les infractions qui peuvent être reprochées au président du Faso sont entre autres l'attentat à la Constitution, la haute trahison et les détournements des deniers publics. La loi dit que pour ces infractions-là, c'est la haute cour de justice qui est compétente pour le juger. Ensuite, l'article 138 ajoute que pour ce qui concerne les membres du gouvernement, les délits et crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont également jugés par la haute cour de justice. Lorsque vous prenez le cas des députés, vous constaterez qu'ils bénéficient de ce que l'on appelle l'immunité juridictionnelle. Alors, revenons précisément du côté des ministres, où le texte laisse à l'interprétation peut-être, parce que quand on dit les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, c'est en ce moment peut-être qu'il faut s'interroger. Mais l'article 138 dit que pour les autres cas, les juridictions de droit commun sont compétentes. Il faut peut-être maintenant chercher à comprendre qu'est-ce qu'on peut entendre par infraction ou délit et crime commis dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Je crois que ministre, il est responsable d'un département ministériel qu'il conduit. S'il arrive que dans la conduite de ses affaires publiques, dans le cadre de sa mission de ministre, il commet des infractions, alors en ce moment, il est certain que c'est la haute cour de justice qui est compétente pour le juger. Mais les infractions ordinaires, le cas de viol par exemple, je prends l'exemple des ministres qui abusent de son collaborateur. Cette infraction ne relève pas de ses fonctions de ministre. C'est les juridictions de droit commun qui vont connaître cela. Les violences physiques ou sexuelles également ne sont pas du tout liées à l'exercice de la fonction de ministre. Mais s'il s'agit de détournement de deniers publics, en ce moment, je ne vois pas comment vous pouvez détacher cela de sa fonction de ministre. C'est à ce niveau-là que se trouve la distinction et qui peut-être appelle souvent à des interprétations diverses. Parce que on ne peut pas, dans la conduite des affaires publiques, agir dans son propre intérêt. C'est pour cela que le délit de conflit d'intérêt aussi existe dans l'exercice de la fonction de ministre. Mais là-dessus même, on a un cas sur lequel ça fait débat. Oui. Le citer, c'est le cas Vincent. Ah oui, le Conseil constitutionnel dit qu'il peut être jugé par les instances ordinaires, les juridictions de droit commun. C'est qui paraît différent de ce que vous dites. Oui, mais monsieur le Président, je pense que peut-être que vous n'avez pas lu la décision du Conseil constitutionnel. Il n'a pas dit que les juridictions ordinaires peuvent juger d'Abilou. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision, a posé des conditions. Le Conseil constitutionnel dit il faut entendre par crime et délit commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice les crimes et délits commis dans la conduite des affaires publiques, premièrement, des crimes et délits qui sont strictement liés aux attributions de ministres, deuxièmement, et des crimes et délits qui n'ont rien à voir avec des infractions qui sont totalement étrangères plutôt à la mission de ministre. Et enfin, le Conseil constitutionnel dit il faut que le tribunal, pour se prononcer sur sa compétence, tienne compte de la qualification des faits
et des circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis. Vous voyez que le tribunal, le Conseil constitutionnel n'a pas dit c'est vous la juridiction compétente. Ah oui, c'est ça là. Mais là, que fait-on alors? Ah oui, justement. En réalité, c'est la question du juge. La question qui reste, c'est de savoir les faits qui lui sont reprochés sont-ils des faits commis dans la conduite des affaires publiques? Les faits qui lui sont reprochés sont-ils des faits commis dans le cadre des attributions du ministre? Les faits qui lui sont commis et qui lui sont reprochés sont-ils des faits relatifs à des affaires personnelles ou bien comment on qualifie ces faits-là? Et les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis. Est-ce que c'est dans le cadre de l'exercice des fonctions de ministre ou pas? Donc le débat reste véritablement posé. Ça veut dire qu'il faut une qualification des faits pour pouvoir se prononcer. En matière de droit, c'est ça le problème. Ça veut dire que au moment où vous pensez avoir compris, c'est là même que vous comprenez que vous n'avez rien compris. D'accord. Et vous voyez, lorsqu'on voit, c'était le 3 avril, où l'ancien ministre en charge des transports et ses avocats avaient questionné donc le Conseil constitutionnel sur un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire que la déclaration d'inconstitutionnalité, les articles sont 249, 328, on ne va pas lire tout ça. Et ce qu'on comprend, c'est que le Conseil a fait savoir que contrairement à ce qui est évoqué par le requérant, donc la partie d'Abilgou, ces articles cités sont conformes à la Constitution. Et qu'en effet, le requérant estime que, bon, je ne vais pas revenir sur tout ça, mais ce qu'on retire à faire, c'est que ce qu'ils ont demandé, ils ne l'ont pas obtenu. Okay. Donc pour le commun pour le justiciable, c'est que bon, il a dit bon, ceux-là ne peuvent pas me juger, c'est ceux-là qui sont censés pouvoir me juger. Il a dit non, ce que tu dis c'est bien, mais c'est pas possible, c'est ceux-là qui peuvent te juger. C'est ce qu'on a compris. Justement, le commun des mortels peut comprendre les choses comme ça, mais les initiés savent que ce n'est pas le cas. Parce que déjà même dans la saisine du Conseil constitutionnel, c'est une saisine stratégique et intelligente. Okay. La question de savoir si le tribunal, le pôle ECOFI peut juger Dabilgou a été une question qui divise la défense de Dabilgou et le parquet. Et le point de choc, c'est de savoir si les faits qui lui sont reprochés là sont des faits commis dans la conduite des affaires du département ministériel ou bien des faits commis dans son propre intérêt. Voilà où se trouvait le débat. Et en posant la question de l'inconstitutionnalité des articles du Code de procédure pénale et du Code pénal, on a demandé au tribunal, au Conseil constitutionnel de se prononcer sur cette question. Le Conseil constitutionnel a dit lecture combinée des articles 76 et 138 de la Constitution. On admet que les juridictions ordinaires ont une compétence résiduelle. Ça veut dire qu'à côté de la haute cour de justice qui peut juger les autorités pour les infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, il y a les juridictions ordinaires qui peuvent les juger aussi pour les infractions de droit commun. Voilà, les infractions de droit commun, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est le viol par exemple. Ça, ce n'est pas une infraction liée à ta fonction de ministre ou pas. C'est le vol dans le quartier. Ce n'est pas une infraction liée à ton statut de ministre. Voilà où se trouve le débat. Alors, le Conseil constitutionnel, en se prononçant, dit avant que je ne puisse vous dire si les articles dont vous parlez sont contraires à la Constitution, il faut que je vous dise l'entendement qu'il faut avoir de l'article 76 et 138 de la Constitution. Et c'est dans cet entendement-là qu'il dit que par crime et délit commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice, il faut comprendre les crimes et délits commis dans la conduite des affaires publiques, dans l'attribution ministérielle. Et qu'il faut qualifier donc les faits pour savoir est-ce qu'il s'agit des faits qui relèvent de la conduite des affaires publiques, est-ce qu'il s'agit des faits qui relèvent de la conduite des attributions du ministre et les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis avant de pouvoir se prononcer sur la compétence du tribunal. Vous voyez que, en conclusion, le Conseil constitutionnel dit les articles que vous invoquez ont prévu
tout simplement double compétence. Une compétence pour la haute cour de justice, une compétence pour les juridictions ordinaires. Mais il n'a pas dit les faits qui sont reprochés à Dabilgou, c'est les juridictions ordinaires qui sont compétents. C'est là la différence. Ibrahim Dabilgou est donc notre convoqué de cette audience. Ce n'est pas Ibrahim Dabilgou. Ibrahim Gitenga, pardon, maître Ibrahim Gitenga, un avocat à la barre des convoqués pour cette audience donc du tribunal de l'actualité. Je vois que les juges veulent l'un et l'autre s'exprimer. C'est pas une question. Pour ceux qui suivent souvent le tribunal, vous savez, ça fait un peu sourire parce que je me rappelle de quelque chose. Lorsqu'il y avait une décision qui avait été donnée concernant l'affaire CDP, on va dire comme ça, on a reçu ici chacun des camps qui suit la même décision est venu donner l'interprétation de son avocat pour dire qu'il a gagné. Et que, en fait, c'est les autres là à qui on a dit que vous avez tort et qu'eux-mêmes n'ont pas compris. C'est pour ça qu'ils viennent dire ici qu'ils ont gagné. En fait, c'est un peu dans ça qu'on est. Oui, c'est un peu dans ça qu'on est. Effectivement, pour le commun des mortels, l'action de Dabilgou et de ses avocats, c'est demander au Conseil constitutionnel est-ce que les juridictions ordinaires peuvent juger notre client? Est-ce qu'ils peuvent nous juger? Je pense que la question, c'est ce qui était dans leur tête. C'est ça. Et donc, à la lecture, pour les non-initiés, effectivement, le Conseil constitutionnel dit qu'il peut être jugé par les juridictions ordinaires. À la lecture, et c'est ce qu'ils ont compris. D'accord. Alors, si on vous a bien compris, et il y a des conditions, le Conseil constitutionnel a dit, voici les conditions, il y a des conditions. La loi a prévu des conditions où on peut juger le ministre, rien que devant la haute cour de justice. La loi ici a prévu qu'on peut juger un ministre devant les juridictions ordinaires. Donc, en attendant d'aller devant l'une ou l'autre des juridictions, il faut venir aux qualifications. Cette étape-là maintenant, qui l'enclenche? Alors, l'étape de la qualification appartient au tribunal saisi. Ça veut dire que le tribunal saisi va qualifier les faits pour voir. S'agit-il des faits commis dans la conduite des affaires publiques? S'agit-il des faits commis dans les attributions du ministre ou pas? Et quelles étaient les circonstances qui entourent la commission de ces faits-là? Et en ce moment, si la conclusion est que ces faits-là ont été commis dans la conduite des affaires publiques, ces faits-là relèvent des attributions du ministre, alors je ne suis pas compétent. Ça relève en ce moment du tribunal et de la haute cour de justice. Si c'est le contraire, le tribunal va tirer la conclusion que, ne relevant pas de la conduite des affaires publiques, ne relevant pas des attributions ministérielles, alors ce sont des faits qui relèvent de la compétence des juridictions ordinaires comme moi, donc je suis compétent. Donc il y a une possibilité que le même Conseil constitutionnel soit encore saisi? Alors, en fonction de l'évolution de la situation. En réalité, si vous voulez, c'est que je suis en train de dire, le Conseil constitutionnel a réglé en quelque sorte la question. La question était l'interprétation des articles 76 et 138 de la Constitution. Une interprétation que seul le Conseil constitutionnel peut donner. Et comme les acteurs que nous sommes, que ce soit les avocats, que ce soit le parquet, chacun avait son interprétation. La question a été soumise donc au Conseil constitutionnel, mais de façon indirecte, puisque nous, Conseil, tout comme le tribunal, ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel en interprétation des dispositions de la Constitution. Donc, c'est à l'occasion de l'inconstitutionnalité des articles soulevés que le Conseil constitutionnel a profité donner sa lecture donc des dispositions sur lesquelles nous tirons, pour donner la lecture qui sied lorsqu'il s'agit d'appliquer donc ces articles-là. Voilà un peu là où se trouvait le débat entre le parquet et la défense. Oui, une minute, mais maître, vous voyez bien qu'aujourd'hui on est dans une situation où la haute cour de justice n'est pas fonctionnelle. Est-ce que d'une certaine façon les avocats ne font pas un peu de dilatoire en se disant de toute façon ça va tirer en longueur et puis ensuite ça va passer sous silence cette affaire? D'accord. Alors, je pense que dans un état de droit, lorsque vous avez voté une loi, il faut avoir le courage de l'appliquer. Si vous avez créé des juridictions, il faut avoir le courage de les rendre fonctionnelles. Parce que ce serait une chose et son contraire que de créer une juridiction par une loi qui attribue des compétences spécifiques à cette juridiction. Et ensuite dire,
comme cette juridiction n'est pas fonctionnelle et qu'une autre loi n'a pas prévu des compétences pour une autre juridiction, alors je vais aller vers les juridictions qui sont fonctionnelles. Vous voyez comment ça se passe? C'est comme si on me dit, moi, dans la vie, je suis appelé à être peut-être dans 2 ans mis d'office à la retraite dans ma qualité de fonctionnaire, et dans 2 ans, la structure chargée de la retraite n'est pas fonctionnelle. Donc on me dit, comme la loi a prévu que dans les 2 ans vous devrez être à la retraite, et que les 2 ans sont arrivés, mais la structure qui devrait vous mettre à la retraite n'est pas là, alors en ce moment, nous qui ne sommes pas les structures habilitées, on te met à la retraite. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a en ce moment violation de la loi quelque part? En réalité, il ne faut pas mettre la charge de l'application de la loi sur les justiciables. Le justiciable n'a pas voté la loi. La loi a été votée par l'État burkinabé. Et il appartient à l'État burkinabé de rendre cette loi fonctionnelle. Mais autre information que je vais vous apporter, c'est que cette haute cour de justice que l'on dit non fonctionnelle, ce n'est pas vrai. La haute cour de justice actuellement a des juges nommés qui sont là, qui n'ont pas été démis de leur fonction. Ils sont là. Et si vous regardez les provenus, je dirais, du régime déchu de Blaise Compaoré, pour quitter le territoire, ils ont toujours besoin d'une autorisation. Et c'est cette haute cour qui leur donne l'autorisation. Si elle n'existe pas comme on veut le faire croire, qui va leur donner l'autorisation? En réalité, ce n'est pas que la haute cour de justice n'existe pas, ce sont ces juges, une partie d'ailleurs, qui ne sont pas nommés. Ce sont les juges parlementaires. Et les juges parlementaires, pour les nommer, on n'a pas besoin de 72 heures. L'Assemblée législative de transition fonctionne. En une séance, on les nomme. Donc, ils prêtent serment et ils sont en fonction. Oui, donc alors, le problème pour moi se trouve ailleurs. Si on ne veut pas mettre en fonction la haute cour de justice, peut-être qu'il ne faut pas en vouloir maintenant aux justiciables de cette cour. Alors, j'ai spolié un peu Geoffroy Vara tout à l'heure de son temps de parole. Geoffroy Vara, c'est à vous. Oui, moi c'est vrai que j'ai écouté vos explications, mais au départ vous disiez, à partir du moment où c'est des questions de détournement, donc cela devrait incomber à la haute cour de justice. Alors que dans votre développement, vous dites que la décision qui a été rendue, c'est pour ça que moi j'ai pris le cas tout à l'heure de Dabilgou, j'ai dit que ça concernait un cas sur lequel on avait demandé qu'il y ait un avis, et vous dites encore que cet avis-là dit qu'il faut bien qualifier les faits. Oui. Donc on ne peut pas dire que parce que c'est détournement, non forcément, c'est directement la haute cour de justice. Je vais dire, c'est pour ça que j'ai dit, il y a un fait qui dit autre chose. Parce que nous, on veut comprendre. Quand je prends par exemple la réquisition, je pense spéciale de l'ancien Premier ministre Tiao, ça par exemple, vous savez que c'est une décision qu'il peut prendre dans ses fonctions. Maintenant, est-ce que les éléments étaient réunis pour qu'il le fasse? Est-ce que ça, c'est des questionnements, mais c'est des éléments qui font partie de ses prérogatives. Maintenant, si toutes les conditions n'étaient pas réunies, mais si il y a eu une erreur d'appréciation ou quoi que ce soit, ça peut faire l'objet des débats. Maintenant, quand on prend la question, par exemple, du détournement, c'est pas dans les missions d'un ministre, c'est pas dans ses missions. Donc, quand vous dites d'emblée comme ça que le détournement, donc c'est forcément la haute cour, moi je trouve qu'il y a dans le premier élément que vous disiez là, c'est pour ça que j'ai dit il y a quand même une autre décision qui nous dit que bon, c'est pas forcément comme ça. Ok. D'office, il faut comprendre qu'il n'y a aucune infraction qui mérite d'être accomplie dans l'exercice d'une fonction. Ce sont des déviations dans l'exercice de la fonction en fait. On est d'accord. Ok. En ce moment, il faut aussi se référer à l'article 138 qui a dit clairement que le président du Faso peut être jugé par la haute cour de justice pour des détournements de deniers publics. Est-ce que détournement de deniers publics n'est pas une infraction? C'est une infraction. Mais ça relève de quelle juridiction? La haute cour de justice. En fait, ici, la question qu'il y a à se poser, c'est de savoir quelle était ta mission. Est-ce que dans l'exercice de cette mission-là, tu as commis une faute? Si tu as commis une faute, ça devient une faute de gestion. Et si c'est une faute de gestion, il y a une juridiction compétente pour ça. C'est pour cela qu'il faut distinguer les infractions, j'allais dire politiques, ou dans l'exercice de la mission politique, des infractions de droit commun. Pour un ministre qui maltraite son personnel domestique, mais il n'y a rien de ministériel dans ça. C'est sa famille et lui. Il va répondre de ça.
C'est la même chose pour l'immunité parlementaire. Un député qui commet l'infraction d'abus sexuel dans la rue, il n'est pas couvert par une quelconque immunité. Ça ne rentre pas dans le cadre de ses attributions. C'est ça le flagrant délit, il est traduit directement devant le tribunal. Mais pour un député, parce qu'il a mal parlé à la séance, devant le Parlement, mais vous ne pouvez pas l'attraire pour diffamation ou quelconque infraction relevant justement de ces paroles-là. Parce qu'il est couvert par l'immunité parlementaire. Et l'immunité parlementaire doit être levée. Et souvent même à un double degré. Vous savez que nous avons des députés qui sont des députés parlementaires au Burkina, parlementaires au niveau UEMOA, parlementaires au niveau CEDEAO. Ceux-là sont couverts par une immunité à plusieurs niveaux. Si vous prenez le statut du Parlement de l'UEMOA, à son article 12, il est dit que les députés communautaires bénéficient de l'immunité parlementaire. Et son article 13 dit les députés, pour lever leur immunité, la demande du Parlement national doit être adressée au président du Parlement communautaire. Donc vous voyez que pour un député qui est à la fois député national et député communautaire, si vous levez son immunité au plan national, il faut que vous levez son immunité au plan communautaire. Sinon, il reste couvert. Mais sauf que dans certains cas, on ne respecte pas cela. Mais si la question du détournement de façon totale incombe à la Haute Cour de justice, pourquoi la qualification pourrait permettre qu'il soit justiciable devant une juridiction de droit commun? On n'a pas dit que la qualification pourrait le permettre. La qualification, c'est de savoir est-ce qu'il s'agit des questions de détournement. S'il s'agit des questions de détournement, bon, alors là, on ne parle plus. Là, c'est la Haute Cour de justice. Mais la qualification peut aboutir à autre chose. Qu'il ne s'agit pas des questions de détournement, il s'agit de vol. Bon, en ce moment, c'est autre chose. Alors, mais ici, on a juste encore une minute pour cette audience. Je vais laisser le dernier mot à Bernard. D'accord. Merci. Moi, j'étais curieux d'entendre le ici là. Ouais, ici. Allez-y donc, maître. Parce que si on coupe comme ça, c'est. Vous n'avez pas fait partie des avocats d'Abilgou. Mais bien sûr que je suis un des conseils de Dabilgou. Je comprends. Mais ce que je voudrais vous dire, ce que je voulais vous inviter, vous avez la décision du Conseil constitutionnel. Oui, on a lisez à partir du troisième considérant. Si vous l'avez même, vous pouvez lire publiquement, on va voir. Le ici, vous allez voir, le ici, concerne la mission ministérielle. Est-ce qu'un ministre est ordonnateur de crédit ou administrateur de crédit de son ministère? Si oui, est-ce qu'il répond de la gestion de ce budget-là? Si oui, est-ce que les infractions commises dans la gestion de ce budget-là relèvent du détournement des deniers publics pour être de la compétence de la Haute Cour de justice ou pas? En réalité, notre objectif n'est pas de tirer qui que ce soit de la justice, mais qu'il soit jugé par la juridiction que la loi a prévue pour lui. Que tout le monde réponde de ses actes. Parce que l'impunité n'arrange personne. Vous voyez dans la décision du Conseil constitutionnel, il a dit au nom du principe d'égalité. Nous sommes tous égaux devant les juridictions. Mais si la loi a prévu des juridictions spéciales, respectons-les. On gagnerait tous. Il faut donc respecter les juridictions. C'est un débat qui n'est pas évacué, mais le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité qui a questionné la responsabilité pénale des dirigeants politiques avec Ibrahim Gitenga, avocat à la Cour, secrétaire à la défense de la défense du syndicat des avocats du Faso. Merci, maître Gitenga, d'avoir honoré la convocation du tribunal de l'actualité qui vous sait gré de vos éclairages. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les juges. Merci. Merci, juge Bernard Bougman. Merci. Merci, juge Geoffroy Vallat. J'ai eu le dernier vu là, mais bon, comme c'est fini. Oui, on n'a plus le temps. On en reparlera peut-être pour éclairer nos auditeurs et nos téléspectateurs une autre fois. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Courage à toutes nos forces combattantes, prompt rétablissement aux blessés et aux malades, et prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.